Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mercredi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Tremblement de terre en Turquie et en Syrie, si le bilan provisoire fait état de près de 40 000 morts à la date de ce 15 février, des millions d'enfants sont actuellement en situation d'urgence humanitaire. En Ukraine, d'autres enfants seraient l'objet de déportation vers la Russie. Des journalistes d'investigation estiment à au moins une centaine le nombre d'enfants qui se trouvent dans ce cas. Et l'Union africaine qui veut s'assurer de la régularité des opérations électorales au Nigeria. 90 observateurs seront dépêchés sur place pour superviser les élections du 25 février prochain. Je vous l'annonçais dans les titres, la situation des enfants rescapés du séisme du 6 février dernier en Turquie et en Syrie devient très préoccupante. Ce sont actuellement des millions d'enfants qui attendent d'être pris en charge alors que le nombre de morts ne cesse de prendre de l'ampleur une semaine après le drame. Les ONG se mobilisent mais cela reste pour l'heure insuffisant. Une semaine après les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie, l'attention des secouristes se concentre sur la prise en charge à court terme des rescapés. Parmi eux, les milliers d'enfants qui survivent dans des conditions très difficiles. L'UNICEF demande d'en faire le groupe prioritaire. We know that there were 4.6 million children that were living in the affected area by the earthquake. 811,000 of them were Syrian children. And of course, we do know that there are very important needs for them right now. So shelter, water, winter clothes, and even medical supply. Save the Children est une autre ONG présente sur place. Leur mission principale est de s'assurer que les nouveau-nés et les enfants restent en bonne santé, même dans les localités les plus reculées. What we're concerned about now is ensuring that those who survive, the survivors, will continue to survive. And so many families and children now are sheltering in their cars. They don't have access to shelter, warm clothes, food, safe water. So the first challenge, of course, is making sure that we reach all these families, and this includes remote areas of Hatay, where security challenges such as reported looting have made it a bit more difficult. Au-delà des besoins immédiats, les autorités locales et les secouristes doivent également veiller à ce que tous les enfants soient protégés et leur permettre de retrouver le chemin de l'école. Certaines ONG alertent contre le risque de possibles enlèvements et d'exploitation infantile. Le Sénégal qui tient aussi à apporter sa contribution à l'effort international pour secourir les victimes du tremblement de terre. Ce mardi, 30 sapeurs-pompiers sénégalais ont quitté Dakar sur instruction du président Macky Sall pour se joindre aux recherches dans les localités sinistrées de Turquie. Le point dans cet élément. Le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres en Turquie pour soutenir les efforts de secours suite au tremblement de terre qui a dévasté le pays. Le président Macky Sall avait promis l'envoi d'un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais ainsi qu'une contribution d'1 million de dollars aux sinistrés de Turquie et de Syrie. L'ambassadrice de Turquie au Sénégal s'est déplacée à l'aéroport pour remercier ses soldats du feu. Effectivement, nous ne sommes pas habitués à ces genres de température, mais comme vous le savez, le métier de sapeur-pompier, c'est un engagement. Et nous, on s'est engagé, comme le dit notre devise, à sauver ou périr. Tous nos efforts pour pouvoir secourir une vie. Dans les gravats et les décombres, des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid en Turquie et en Syrie, plus d'une semaine après le puissant séisme dont le bilan dépasse désormais 35 000 morts. Alors que les chances de retrouver des survivants deviennent quasiment nulles, la priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. Pendant ce temps, les secouristes se livrent à une véritable course contre la montre. Plus le temps passe, moins les chances de retrouver des survivants sont évidentes. Pour autant, des miracles continuent de se produire, comme ce fut le cas mardi de Fatma, 25 ans, sauvée en Syrie. Reportage. Bravo Fatma, bravo Fatma. Un fait ou un résultat extraordinaire qui suscite l'admiration. La définition du miracle s'applique bien au fait de ressortir vivant de 140 heures passées sous les décombres d'un bâtiment effondré par des températures glaciales.
C'est ce qui est arrivé à la Syrienne Fatma, 25 ans. Ce miracle repose sur le travail acharné de cette équipe de pompiers qui a passé près d'une journée à la libérer. Çok mutluyum. Bir canlıya daha ulaştık. İnşallah bundan sonra daha çok canlı çıkartmaya umut ediyoruz. İnşallah bu binamıza daha çok yaşama ulaşacağız. Devam, çalışmaya devam. Durmak yok. Sans répit, le groupe venu de la ville turque de Konya dans l'ouest vers celle dévastée d'Antakya dans le sud passe d'un site de recherche à un autre. À la lumière du jour, l'ampleur des dégâts causés par les 2 tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie il y a une semaine est impressionnant, même pour les plus expérimentés. Mais ces secouristes insistent, rien ne les arrêtera. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'exprimer, alors que de nombreuses opérations de recherche sont en cours partout dans la ville. Leurs efforts ont déjà permis à plus de 160 personnes d'être secourues. Et 7 jours après les puissants séismes, l'espoir de faire de nouveaux miracles est encore intact. Geldiğimiz enkazda canlı emaresine rastladık. Arama kurtarma köpeğimiz gece şu an arama başlatıyor. Oradan alacağımız sonuca göre arkadaşlarla birlikte devam edeceğiz. Bizler Müslüman insanlarız. İnancımıza göre hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyiz. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Çok uzun sürelerden sonra canlı çıkardığımız kişiler oldu. Selon l'agence turque chargée des catastrophes naturelles, près de 32 000 personnes sont mobilisées pour ces opérations, ainsi que plus de 8 000 secouristes étrangers. Les sauvetages miraculeux comme celui de Fatma sont de précieuses nouvelles pour une population profondément marquée par cet événement au bilan humain déjà très lourd. Direction l'Ukraine où l'affaire des déportations d'enfants ukrainiens vers la Russie ressurgit. Selon une enquête menée par des journalistes d'investigation, ce sont au moins des centaines de cas qui ont été recensés depuis le début du conflit l'an dernier. La plupart auraient été tout simplement séparés de leur famille. Comment ne pas être sensible à ces images d'enfants mis à l'abri de la guerre pour trouver un foyer d'accueil ? Ce sont des enfants d'Ukraine qui arrivent en Russie. Ils viennent des zones occupées par l'armée russe pour être donnés à de nouvelles familles. Ils ont un nouveau pays, une nouvelle nationalité, mais derrière ces images idylliques, la réalité est bien moins rose. Une enquête des journalistes de l'Union européenne de radio-télévision révèle que beaucoup de ces enfants ont des familles et qu'ils ont été emmenés en Russie sans leur consentement. On est très loin d'un acte d'amour pour des orphelins livrés à eux-mêmes. Not only is forcible transfer a war crime, but also adopting children during time of war is also completely against international law. But Russia changed its laws in May to allow these children to be given Russian nationality, and that's happened in hundreds of cases. Dans les territoires ukrainiens occupés, les enfants blessés sont emmenés dans des camps de tri. C'est arrivé à Alexandre. Sa mère a été interrogée, elle n'a pas été plus loin. Alexandre raconte qu'il n'a même pas pu lui dire au revoir. Sa grand-mère a réussi à le récupérer juste avant son transfert pour la Russie. Depuis, ils n'ont aucune nouvelle de la mère. Dans la région de Kharkiv, Natalia raconte à son tour une terrible histoire. Elle a envoyé sa fille dans un camp d'été organisé par les autorités d'une ville occupée par les Russes. Natalia a retrouvé sa fille, mais les autres enfants ne sont pas revenus. Ну, потому що ті, хто половину поїхав, повиїжджав ночі, вони вже практично роблять всі там паспорти і остаються там. Сюди їм, як сказали, типа не розрішають в'їжджати, ну я в це не вірю. L'Ukraine affirme que la Russie se livre à un génocide en enlevant ses enfants. Well, the forcible transfer of children, as we see it, is clearly a war crime. But it's also a crime against humanity because it is being carried out on a widespread and systematic
level, but also because it's being carried out in the context of crimes against humanity. Sur le terrain, les lignes bougent de part et d'autre des protagonistes. Kiev et ses alliés intensifient les manœuvres pour renforcer l'équipement des forces ukrainiennes, alors qu'en face, la Biélorussie, principal allié de Moscou, prépare ses forces dans un schéma encore difficile à cerner. On fait le point dans cet élément d'I24 News. À la frontière de l'Union européenne, les parachutistes des forces spéciales de l'armée biélorusse s'entraînent. Le Kremlin voudrait que le voisin du nord de l'Ukraine s'implique militairement dans le conflit. La tension monte entre Minsk et les États occidentaux. Lundi, les États-Unis et la France ont demandé à tous leurs ressortissants de quitter le pays, signe d'une possible escalade proche. Du côté des soldats de Minsk, on se tient prêt. Nous nous préparons parce que nous devons toujours être prêts à remplir des tâches dans des conditions qui évoluent rapidement. Les alliés de Kiev se tiennent aussi prêts à augmenter leur soutien. La Norvège a indiqué livrer 8 chars Léopard supplémentaires à l'Ukraine. De son côté, l'Allemagne a annoncé reprendre la production de munitions du système de défense anti-aérien Guépard. En plus de cela, en marge d'une rencontre entre les ministres de la Défense de l'OTAN, le secrétaire général de l'organisation a réaffirmé son soutien à Kiev. Nous devons veiller à ce que l'Ukraine reçoive les armes dont elle a besoin pour pouvoir reprendre son territoire, gagner cette guerre et s'imposer comme une nation souveraine et indépendante. En plus du soutien militaire, les États occidentaux intensifient le conflit économique contre Moscou. L'Union européenne a ajouté la Russie à la liste noire des paradis fiscaux. Cette mesure est avant tout symbolique, le pays étant déjà sous le coup de sanctions économiques liées à son invasion de l'Ukraine. Sur le front, peu de changements sont à noter. La Russie répète ses offensives contre les lignes de défense ukrainiennes à Vuhledar, au sud-est du pays. Plus au nord, la société militaire Wagner célébrait lundi la capture d'un village proche de la ville de Bakhmout, épicentre des combats depuis quelques mois, sans que cette avancée soit confirmée par d'autres sources. Dans une dizaine de jours, les Nigérians se rendront aux urnes dans le cadre des élections présidentielles et législatives prévues pour le 25 février. Pour s'assurer de la crédibilité du processus électoral, l'Union africaine prévoit l'envoi d'une mission de 90 observateurs qui sera conduite par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. La Commission de l'Union africaine a annoncé mardi l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes au Nigeria pour veiller au bon déroulement des élections présidentielles et parlementaires prévues le 25 février. La mission d'observation des élections de l'Union africaine sera dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier a aidé à négocier un accord pour mettre fin à 2 ans de guerre dans le nord de l'Éthiopie et assure une médiation du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les objectifs de la mission d'observation sont de fournir une évaluation précise et impartiale du processus électoral, de proposer des recommandations pour toute amélioration des futurs scrutins et d'afficher le soutien de l'Union africaine à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la stabilité et du développement au Nigeria. Près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 25 février pour choisir un successeur au président Muhammadu Buhari. 18 candidats briguent la succession de Buhari, dont Bola Tinubu du Congrès des progressistes, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste. Direction la Côte d'Ivoire pour évoquer la situation délétère des exportateurs de fèves de cacao. Depuis l'instauration de la certification, ces opérateurs économiques sont de plus en plus contournés par les pisteurs. Plus de précisions dans ce reportage. En Côte d'Ivoire, les exportateurs locaux ont urgemment besoin de 150 000 tonnes de fèves s'ils veulent conserver leur crédibilité auprès de leurs clients. Devant l'inquiétude qui gagne ces derniers, une réunion d'urgence a eu lieu vendredi dernier au Conseil du café cacao. Depuis l'instauration de la certification des fèves, les exportateurs locaux sont moins sollicités par les producteurs. Pire, ils sont exclus de la prime des certifications qui est censée permettre de vendre le cacao plus cher.
Conséquence, les traitants et les pisteurs vendent exclusivement les chargements de cacao aux multinationales qui n'achètent que des fèves certifiées pour le compte des chocolatiers. Au 12 février dernier, ils n'avaient réceptionné que 34 000 tonnes contre 66 000 tonnes à la même période la saison dernière. Comme solution, le Conseil du café cacao propose de retarder jusqu'à juin la période d'embarquement pour ces exportateurs en difficulté. Dans l'actualité au Proche-Orient, le fossé semble s'élargir entre Jérusalem et ses alliés occidentaux autour de la poursuite de la construction de logements dans des implantations juives en Cisjordanie. Dans les capitales occidentales, ce projet est dénoncé comme étant une entrave à l'aboutissement d'une solution à deux États. 5 puissances alliées d'Israël unies contre la politique de Jérusalem. Dans une déclaration commune, Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dit fermement opposés mardi à la décision d'Israël de légaliser 9 avant-postes en Cisjordanie. Les chefs de la diplomatie des 5 pays condamnent également la construction de nouveaux logements dans les implantations existantes. Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dénonce également la décision israélienne. Lors de sa visite en Israël, il avait explicitement mis en garde contre une reprise d'activité dans les implantations afin d'apaiser les tensions. Nous sommes profondément préoccupés par la décision d'Israël d'avancer la construction de 10 000 logements et d'entamer rétrospectivement le processus visant à légaliser 9 implantations en Cisjordanie qui étaient considérées auparavant comme illégales d'après la loi israélienne. Le secrétaire d'État américain a précisé que Washington attendait des explications de Jérusalem sur cette décision. Comme l'a déclaré le secrétaire d'État Blinken, tout ce qui nous éloigne de la vision de deux États pour deux peuples est préjudiciable à la sécurité à long terme d'Israël, à son identité en tant qu'État juif et démocratique et à notre vision de mesures égales de sécurité, de liberté, de prospérité et de dignité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. En Israël, cette condamnation ne surprend pas, mais Bezalel Smotrich tente de rassurer. Le gouvernement américain sait que notre gouvernement est attaché aux implantations. Il est permis d'avoir des disputes, même entre amis, et ça continuera ainsi. Tous les avant-postes qui seront légalisés se trouvent sur des terres juives, publiques ou privées. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que si ces mesures étaient mises en œuvre, elles compromettraient davantage les perspectives d'une solution viable à deux États. Plusieurs pays musulmans ont également exprimé leur réprobation, comme la Jordanie et la Turquie. Les pays signataires des accords d'Abraham, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis ne se sont pas encore exprimés sur cette question. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois d'un fait divers tout à fait étrange. Dans le village de Bokankro, près de Boaké, les populations restent traumatisées suite à une série de morts mystérieuses en cascade. 21 personnes au total ont péri ces derniers mois. Pour les villageois, ces décès sont l'œuvre d'un fétiche. Les autorités sanitaires parlent plutôt d'une bactérie mortelle. Le féticheur incriminé a écopé d'une peine de 5 ans de prison. Leur corps encore à la morgue. On n'a pas encore fait l'enterrement. Depuis ce jour-là, je ne l'ai pas encore revu. On nous a interdit d'aller les voir. Je souffre, j'ai pas encore. Je n'arrive même pas à manger correctement. Bon, ça me revient à chaque fois. Elle me manque. C'est un truc mystique. C'est un truc qui est conduit par le vent. Quand c'est conduit par le vent, on ne le voit pas. Donc c'est un truc mystique. Donc ça encercle tout le village.
On termine avec cette actualité sportive relative au 8e de finale de la Ligue des champions européenne. Sans surprise, le PSG, dans une période de méforme après 2 défaites successives, a été battu sur le score de 1-0 par le Bayern de Munich ce mardi. L'entrée du goléador des Bleus, Kylian Mbappé, qui aurait pourtant pu être décisif, n'a cependant pas pu sauver les Parisiens. Comme une impression de déjà-vu pour le Paris Saint-Germain, battu 1-0 par le Bayern de Munich sur sa pelouse en 8e de finale allée de la Ligue des Champions mardi. Tout comme lors de la finale en 2020, c'est l'international français Kingsley Coman qui a inscrit le but de la victoire en 2e mi-temps. Porté par la rentrée de Kylian Mbappé en cours de jeu, les hommes de Christophe Galtier ont poussé dans les 20 dernières minutes sans réussir à déjouer la défense bavaroise et concèdent ainsi une 3e défaite consécutive. J'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur dans 3 semaines, qu'on va récupérer des joueurs, qu'on va pouvoir faire des rotations aussi importantes sans pénaliser l'équipe. Et après, il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l'espoir de gagner au Bayern. C'est ici que s'achève l'édition de l'information de ce mercredi. Merci de votre attention et on se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur A12 Télévision. Au revoir.